Il existe sur cette planète un endroit où le temps s'est arrêté. Une île perdue au milieu de l'océan Indien, entourée de récifs et de jungles denses. Personne ne sait exactement combien de personnes y vivent. Personne ne connaît leur langue. Personne ne connaît leur nom. Et quiconque a essayé de les approcher n'est jamais reparti indemne. Cette île s'appelle North Sentinel Island. Et ses habitants, les Sentinelles, sont peut-être les derniers humains sur Terre à vivre exactement comme leurs ancêtres il y a 60 000 ans. Pas d'Internet, pas d'électricité, pas de gouvernement, pas de monnaie. Juste eux, leur forêt, leur océan et leur volonté farouche de rester seuls. Mais ce qui rend cette histoire vraiment troublante, ce n'est pas leur isolement. C'est ce qui arrive à ceux qui osent briser cet isolement. Des pêcheurs retrouvés morts sur la plage. Des hélicoptères accueillis par une pluie de flèches. Un missionnaire américain tué en quelques minutes après avoir posé le pied sur le sable. Et pourtant, le gouvernement indien protège ces gens. Il est illégal d'approcher l'île à moins de 5 km. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on protège vraiment? Eux ou nous? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire la plus étrange et la plus envoûtante que vous entendrez cette année. L'histoire d'un peuple qui a dit non au monde entier. Et qui a gagné? Avant de continuer, prenez un moment pour imaginer ça. Vous vous réveillez ce matin dans votre lit. Vous prenez votre téléphone. Vous regardez les nouvelles. Vous buvez votre café. Maintenant, imaginez qu'à ce même moment, à quelques milliers de kilomètres de vous, des hommes et des femmes se réveillent eux aussi. Ils n'ont jamais vu un téléphone. Ils n'ont jamais entendu de musique enregistrée. Ils ne savent pas que vous existez. Ils ne savent pas que la Terre est ronde. Ils ne savent pas qu'on a marché sur la Lune. Pour eux, leur île est le monde entier. Et ils le défendent comme si leur vie en dépendait. Parce que c'est exactement le cas. North Sentinel Island se trouve dans le golfe du Bengale, dans l'archipel des Andamans. Une île d'environ 60 km², couverte d'une forêt primaire dense et entourée de récifs coralliens qui rend tout accostage extrêmement difficile. Sur les cartes officielles, elle existe. Sur Google Maps, vous pouvez la voir. Mais ce que vous voyez, c'est juste de la végétation. Aucune route, aucun bâtiment visible, aucun signe de civilisation au sens où on l'entend. Et pourtant, sous cette canopée verte, des êtres humains vivent, mangent, dorment, aiment et meurent depuis des dizaines de millénaires. Des êtres humains comme vous et moi, avec la même biologie, le même cerveau, les mêmes émotions, mais avec un choix radicalement différent. Le choix de rester en dehors de tout ce que le monde moderne a construit. Ce choix, ils ne l'ont pas fait consciemment comme on choisit un mode de vie. Ce choix s'est forgé sur des générations, dans la douleur, dans la peur, dans la résistance. Et pour comprendre pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui, il faut remonter loin, très loin. Les premières traces de présence humaine sur les îles Andaman remontent à au moins 60 000 ans. 60 000 ans. Pour vous donner une idée, les premières grandes civilisations humaines comme l'Égypte ancienne ou la Mésopotamie ont environ 5 000 ans. Les sentinelles existaient déjà il y a 12 fois plus longtemps que ça. Ils ont traversé des ères glaciaires, des tsunamis, des maladies, des siècles d'isolement complet. Et ils sont toujours là. Les anthropologues pensent qu'ils font partie des populations les plus anciennes de la planète encore en vie. Leur ADN, leurs traits physiques et leur mode de vie suggèrent qu'ils descendent en ligne directe des premières vagues de migration humaine hors d'Afrique. En d'autres termes, en regardant les sentinelles, vous regardez peut-être ce que l'humanité était à ses tout débuts. Mais pendant des millénaires, personne ne le savait vraiment, parce que personne ne pouvait les approcher. Le premier contact documenté avec les sentinelles date de 1867. Un navire marchand britannique, le Nineveh, s'échoue sur les récifs autour de l'île. Les 106 survivants campent sur la plage pendant plusieurs jours. Et puis un matin, les sentinelles apparaissent. Armés. Hostiles. Les survivants sont secourus de justesse par un navire de la marine britannique avant que la situation ne tourne au massacre. À cette époque, les Britanniques contrôlent les îles Andaman. Et comme tout empire colonial, ils veulent tout cataloguer, tout contrôler, tout civiliser. En 1880, un officier britannique du nom de Maurice Vidal Portman décide de mener une expédition sur North Sentinel Island. Il débarque avec son équipe et capture 6 sentinelles, 2 adultes et 4 enfants. Il les emmène à Port Blair, la capitale des Andamans. Ce qui se passe ensuite est tragique. Les 2 adultes tombent malades très rapidement et meurent. Leur système immunitaire, jamais exposé aux maladies du monde extérieur, n'a aucune défense. Les 4 enfants, malades eux aussi, sont renvoyés sur l'île avec des cadeaux.
Ce que ces enfants ont rapporté avec eux, comme expérience, comme traumatisme, comme maladie peut-être, personne ne le sait. Mais beaucoup d'anthropologues pensent que cet épisode a profondément marqué la mémoire collective des Sentinelles et renforcé leur hostilité envers l'extérieur. Pendant les décennies après ça, l'île reste largement ignorée. Puis dans les années 1960 et 1970, le gouvernement indien commence à s'y intéresser à nouveau. Des expéditions sont organisées. Des bateaux s'approchent. Et à chaque fois, la réponse est la même. Des flèches, des lances, des gestes clairs signifiant partez ou mourrez. Mais en 1991, quelque chose d'extraordinaire se produit. Une équipe d'anthropologues indiens menée par Triloknath Pandey, qui tente des approches pacifiques depuis des années, réussit l'impossible. Pour la première fois dans l'histoire moderne documentée, des sentinelles s'approchent d'un bateau sans attaquer. Ils acceptent des noix de coco qu'on leur tend. Certains montent brièvement sur le bateau. Il y a des sourires, des gestes de curiosité. C'est un moment historique. Le monde entier retient son souffle. Peut-être que les sentinelles vont finalement s'ouvrir. Peut-être que le contact est possible. Mais ça ne dure pas. Lors des expéditions suivantes, l'hostilité reprend. Comme si quelqu'un parmi eux avait décidé que c'était une erreur, que l'ouverture était dangereuse. Et le gouvernement indien, après des années d'hésitation, prend finalement une décision radicale. En 1996, l'Inde arrête officiellement toute tentative de contact. L'île est déclarée zone protégée. S'en approcher à moins de 5 km devient illégal. Les sentinelles auront le droit de vivre comme ils veulent, sans interférence, pour toujours si c'est leur choix. C'est une décision unique dans l'histoire moderne. Un gouvernement qui dit officiellement à un peuple « Vous n'avez pas à faire partie de notre monde ». Mais tous ne respectent pas cette loi. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus sombre. En 2006, 2 pêcheurs indiens, Sunday Raj et Pandit Tiwari, s'endorment dans leur barque près de l'île après une nuit de pêche. Le courant les amène trop près du rivage. Au matin, les sentinelles sont là. Les 2 hommes sont tués. Leurs corps sont récupérés des semaines plus tard, à peine, depuis un hélicoptère. Quand l'appareil tente de s'approcher pour rapatrier les corps, il est accueilli par une pluie de flèches. Les corps ne seront jamais récupérés. Et puis il y a l'histoire qui a fait le tour du monde en 2018. John Allen Chau, un missionnaire américain de 26 ans, chrétien évangélique, convaincu d'une mission divine. Compartir las sentinellas. Il prépare son voyage pendant des années. Il apprend des rudiments de langue locale. Il s'entraîne physiquement. Il paie des pêcheurs locaux pour le transporter illégalement près de l'île. Il tente l'approche plusieurs fois. Les premières fois, il est repoussé par des flèches. Une flèche touche sa Bible. Il note dans son journal que ça ne l'arrêtera pas. Il écrit à sa famille « Ne soyez pas fâchés contre eux si je meurs ». Le lendemain matin, les pêcheurs qui l'attendent au large voient de loin les sentinelles traîner un corps sur la plage. John Allen Chau est mort. Son corps n'a jamais été récupéré. Le gouvernement indien décide de ne pas envoyer de forces de l'ordre sur l'île. Trop dangereux. Et légalement, les sentinelles n'ont commis aucun crime sur leur propre territoire. Alors qui sont-ils vraiment? Comment vivent-ils? Qu'est-ce qu'on sait de leur quotidien? La vérité, c'est qu'on sait très peu. Ce qu'on a pu observer depuis des bateaux ou des hélicoptères à distance donne quelques indices. Ils vivent en petits groupes. Ils chassent avec des arcs et des flèches d'une précision redoutable. Ils pêchent avec des harpons fabriqués à partir de métal récupéré d'épaves. Ils construisent des abris dans la forêt et sur la plage. Ils ont des pirogues pour naviguer autour de l'île. Après le tsunami de 2004, qui a ravagé toute la région, le gouvernement indien envoie un hélicoptère pour vérifier s'ils ont survécu. Un sentinelle sort de la forêt et tire une flèche sur l'hélicoptère. Message reçu. Ils allaient bien. On estime leur population entre 50 et 500 individus. Personne ne sait vraiment. On ne connaît pas leur langue. On ne sait pas comment ils s'organisent politiquement. On ne sait pas ce qu'ils croient, ce qu'ils vénèrent, comment ils enterrent leurs morts. Ce sont des inconnus absolus. Des humains comme nous, à quelques heures d'avion, dont on ne sait presque rien. Et c'est peut-être ça la vraie question que cette histoire pose. Pas comment les contacter, pas comment les civiliser, mais est-ce qu'on a le droit de les laisser tranquilles pour toujours? Certains disent que c'est cruel, qu'ils vivent dans des conditions difficiles, sans médecine, sans protection contre les maladies. Qu'un seul virus introduit accidentellement pourrait les anéantir en quelques semaines, eux qui n'ont aucune immunité contre nos maladies communes.
D'autres disent que c'est le plus grand respect qu'on puisse leur montrer. Qu'ils ont survécu 60 000 ans sans nous. Qu'ils ont fait leur choix. Que ce choix mérite d'être respecté, même si on ne le comprend pas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un peuple a le droit absolu de rester isolé du monde, même si ça signifie mourir un jour sans laisser de traces? Les sentinelles ne vous répondront pas. Ils ne savent pas que vous posez cette question. Quelque part sur leur île, en ce moment même pendant que vous écoutez ces mots, ils vivent. Ils chassent. Ils dorment sous les étoiles. Complètement indifférents à notre monde. Complètement libres dans le leur. Et peut-être que c'est eux qui ont raison.